4% seulement de la nourriture consommée dans l'île provient de l'agriculture corse. Dans un contexte de changement climatique et de tensions sur le foncier, comment améliorer la production insulaire? À 2 mois des élections de la Chambre d'agriculture, nous verrons les propositions des 2 candidats. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'émission spéciale. Et c'est une formule différente que nous vous proposons ce soir avec seulement 2 invités. Nous sommes à Vescovat, dans les locaux de la Chambre régionale d'agriculture, où un nouveau président sera élu fin janvier. Qui du sortant Joseph Colombagne ou du challenger Jean-Baptiste Arène sera plébiscité par les agriculteurs? Nous serons en mesure de vous l'annoncer dans 1 mois et demi environ. Le but de ce débat est de mettre à jour 2 projets, voire 2 visions différentes de l'agriculture. Jean-Baptiste Arène, vous êtes vigneron à Patrimoine. Bonsoir. Joseph Colombagne, vous êtes éleveur en Plaine orientale. Bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté le principe de ce débat et de cette confrontation des idées et des projets. Ensemble, nous allons parler foncier, installation des jeunes, autonomie alimentaire, changement climatique, gouvernance de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, c'est 168 000 hectares utilisés, 4 820 équivalents temps plein et environ 1,5% du PIB. Alors on va peut-être commencer avec une question d'actualité. Il y a en ce moment même sur le continent des manifestations d'agriculteurs contre le traité de libre-échange avec le Mercosur que l'Europe s'apprête à passer. Alors le Mercosur, c'est en résumé les pays du Sud-Est et de l'Amérique latine. Un certain nombre d'actions ont commencé à être menées, d'autres vont venir. Joseph Colombagne, vous êtes impliqué là-dedans. Alors, en quoi est-ce que le Mercosur, c'est mauvais pour l'agriculture corse? Alors, c'est mauvais pour toute l'agriculture européenne. C'est mauvais parce que... Alors, il ne faut pas trop regarder les chiffres, parce que si on regarde 1,6% de ce qui est produit en Europe, c'est vrai que l'impact, il n'est pas énorme. Mais ce que ça dit, le Mercosur, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit d'une politique européenne qui néglige, qui déclasse ces territoires ruraux et les agriculteurs. Et vous savez, c'est comme dans les températures. Il y a la température effective et le ressenti. Et aujourd'hui, ce que ressentent les gens, et qui est d'ailleurs très bien compris par la population, population française, européenne, c'est cette notion de déclassement de territoire. Aujourd'hui, le rural, c'est des loisirs, de la détente, c'est pas des fonctions productives. Et on perd à partir de là cette dignité de la part des gens qui vivent dans ces territoires, et c'est des citoyens de seconde zone. C'est ça que ça dit le Mercosur, au-delà des chiffres qui sont peut-être modestes en viande, en volaille, en miel, mais ça traduit un état d'esprit qui n'est pas bon. Jean-Baptiste Arène, c'est quoi? C'est une dimension symbolique finalement de ce traité. Vous partagez l'analyse de Joseph Colombagne? Non seulement je partage l'analyse de Didier, mais je pense notamment que c'est au niveau européen de sacrifier un monde, une société agropastorale qui a disparu déjà il y a 20-30 ans, dont nous sommes les héritiers, notamment nous ici en Corse, au profit, notamment à travers l'Allemagne, qui ne se positionne pas, de l'industrialisation, de la finance. Et c'est pour ça que ça fait déjà quelques années que le monde agricole dans son ensemble, au niveau européen, mais ici aussi en Corse et au niveau français, dénonce ce traité. Parce qu'à un moment donné, malgré le fait que nous ayons des spécificités, malgré le fait que c'est vrai que nous ayons certains produits de niche qui ne vont pas être impactés de manière directe, c'est un ensemble de choses, c'est une philosophie qui va à l'encontre du monde agricole dans son ensemble et de la philosophie que nous prenons notamment dans le monde agricole en Corse dans sa généralité. Alors dans l'ensemble, ce qui est reproché à cet accord, c'est que les normes de production sont moins strictes en Amérique latine qu'en France, ce qui permet d'avoir des coûts de fabrication moins élevés, avec des pesticides et des engrais plus performants, mais aussi plus polluants. Est-ce que la viande produite en Corse, notamment le bœuf et le poulet, puisqu'on parle souvent de ces deux produits-là, est-ce qu'ils seraient en concurrence frontale avec les produits outre-Atlantique, ou tout simplement notre production est trop marginale pour en pâtir quand même? Non, tout ce qui va arriver en Corse, qui vient du Mercosur, qui bouscule d'autres marchés et qui finalement vont retomber en Corse, va nous gêner à nous, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est au-delà des chiffres réels et de l'aspect financier, de l'aspect écologique et de l'aspect social. C'est vraiment l'espoir qu'on tue de voir l'Europe changer de point de vue, changer de logiciel et parler de production
sur ces territoires. Et notamment en Corse, vous le dites vous-même, vous le rappelez, lorsqu'on est à hauteur de 4% d'autosuffisance alimentaire, on n'a pas le droit de nous imposer un Mercosur. On n'a pas le droit de nous priver de cet espoir de rentrer dans des périodes de production. Alors pour autant, un chiffre, en 2022, la production de viande bovine était de 1758 tonnes équivalent carcasse en Corse. En quelques années, le prix est passé de 4,50 € à 8,50 €. Alors je ne sais pas si vous avez les mêmes chiffres, mais en tout cas, il se dit que la filière bovine, souvent décriée par le passé, est devenue en partie rentable aujourd'hui pour un certain nombre d'éleveurs. Est-ce que vous partagez cette analyse d'être vous qui êtes vigneron? La filière bovine est devenue rentable, mais je suis profondément convaincu, et Joseph, je pense, dis-nous en quel, che a Garne da qui a poco, on a veramente una forza per agorsi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on citait des filières comme la viticulture, comme la clémentine, des filières d'excellence. Demain, à travers le travail qui est effectué là déjà depuis une dizaine d'années, déjà par les professionnels eux-mêmes, par un changement aussi de génération. Il y a eu un changement de génération effectué sur les exploitations, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un jeune qui s'installe, ou un jeune de 40, 50 ans, est plus un entrepreneur avant d'être même un agriculteur, malgré le fait qu'il ait la passion. Aujourd'hui, la filière bovine peut montrer l'exemple au reste de la filière animale, que ce soit les porcins, les caprins et les ovins, par rapport au travail qui a été fait en amont. Il y en a qu'à citer le travail de certaines familles, notamment qui est un travail qui a été reconnu de la famille Abadouch en Corse du Sud, ou notamment en ce moment la famille Querci, qui a su valoriser différemment sa matière première à travers notamment des produits issus de la mondialisation, à savoir des nems, donc qui a retourné la mondialisation contre elle à travers des produits. Donc oui, moi j'y crois, nous sommes nombreux à y croire, et demain il y a un avenir dans cette filière. La particularité, c'est que quand on parle de la viande aujourd'hui, on dit souvent que ça pollue. Finalement, en Corse, avec des exploitations autres. Je vais être un peu moins enthousiaste que Jean-Baptiste. La filière bovine, elle n'est pas rentable. Non, elle n'est pas rentable, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, même à Batouch, c'est une filière que je connais bien, d'ailleurs, au passage. Même Jacques, il a des problèmes. Les Querch, ils m'ont acheté des veaux cet été et j'ai pas eu ces prix-là, les prix que vous annoncez là. Donc non, les prix que m'ont donné, à la DRAF. C'est pas les prix à la DRAF. Je sais pas d'où sortent ces prix. Non, il n'y a pas d'abattoir en Corse digne de ce nom. Parce que vous savez qu'on ne fait pas de viande hachée. En Corse, on n'a pas le droit d'en faire. Et c'est 50% du marché. En fait, il y a toujours un système qui n'est pas. Il n'y a pas de signe officiel de qualité sur la viande bovine. Y a pas on n'a pas fait des segmentations de marché avec une race locale, une race corse qui existe et qui n'est pas encore travaillée, identifiée à partir de signes officiels. Je veux dire, non, et puis il y a tout le reste. Il y a le fait de l'accès au foncier, le fait que les primes qui vont avec cette filière bovine, c'est difficile de les avoir parce que, par exemple, on ne reconnaît pas les parcours pour les bovins, comme pour les ovins et les caprins d'ailleurs. Ça nous a été supprimé en 2018. Et puis je vais parler des bolus aussi, qui sont venus, lorsqu'on parle de normes européennes difficiles, il faut savoir que la France s'évertue à en rajouter des spécifiques pour la Corse. Dans toute l'Europe, il n'y a que les agriculteurs corses qui doivent justifier de 2 types d'identification pour toucher leur Z-Pack. Donc non, la filière bovine, non, elle ne va pas bien. Et si on ne change pas de braquet, elle est en train de diminuer, elle va disparaître. On va peut-être poursuivre, à moins que vous souhaitiez réagir. Non. On poursuit, enfin vous êtes éleveur et vous vignerons. En tout cas, pour revenir à l'actualité internationale et les répercussions en Corse, l'élection de Donald Trump a replacé, on va dire, la thématique des barrières douanières. Alors est-ce que là, vous serez impacté par, on va dire, des droits de douane élevés à l'entrée pour exporter des vins, par exemple, Jean-Baptiste Arène, ou alors c'est marginal ? Oui, bien entendu, on va être impacté comme on a pu l'être après l'élection de Donald Trump sous son premier mandat. Les exportations vers les États-Unis se sont effondrées de moitié, voire même de 2 tiers. Donc effectivement, nous attendons lors du précédent mandat à être impactés au précédent mandat de Donald Trump. Voilà. Après, les choses allaient mieux sous les démocrates aux États-Unis, qui ont une vision moins protectrice que celle
des républicains, surtout du trumpisme, mais nous attendons à subir dans les 4 ans qui viennent un recul sur le marché américain. Voilà, à hauteur peut-être de moitié, avec un protectionnisme qui va certainement se mettre en place autour des vins, notamment de Californie et des vins de Floride. En tout cas, l'élection de Donald Trump, comme l'accord de libre-échange, replace la thématique des normes environnementales et du changement climatique au cœur du débat public. Alors, toute la question est de savoir comment l'agriculture corse peut et doit s'adapter à ce changement. L'automne 2024 a été pluvieux, mais la tendance lourde, c'est qu'il pleut de moins en moins en plaine orientale qu'ailleurs, notamment en plaine orientale. Or, c'est le territoire le plus apte à l'agriculture. Alors, quelle solution, Joseph Colombani? C'est un sujet qui est très lourd, je crois. Oui, le problème de l'eau, de l'irrigation, bien sûr, c'est fondamental. C'est la vie. Et c'est vrai qu'on est inquiet. Bon, il faut s'adapter. Il faut s'adapter d'abord en faisant des retenues. Alors ça, il y a une vraie, et là, il faut le reconnaître, il y a une vraie volonté de la CDC, notamment à travers l'Office hydraulique, eh bien, d'avancer. Bon, moi, j'avais proposé en 2002 les États généraux de l'eau. C'était trop tôt. Voilà, l'impact climatique, il n'était pas encore là et ça a été perçu comme inutile, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça semble être une réalité pour tout le monde. Il y a des projets qui sont en cours, en train. Il faut avancer. Bien entendu, à côté de ça, il faut travailler sur des économies. C'est pour ça qu'on était parti en Israël. Jean-Baptiste devait venir. Mais il y a du travail à faire. On a un potentiel énorme. Moi, je voudrais juste revenir sur l'aspect Trump et travaillons déjà sur notre consommation. 4% d'autosuffisance alimentaire. Mais je crois qu'il faut compléter l'information en disant que la France, elle est à 80% d'autosuffisance alimentaire. On va en parler après d'autosuffisance alimentaire, okay. C'est un sujet en donc soi. On reviendra. Voilà. Ok, d'accord. Mais enfin, voilà. En tout cas, pour revenir à l'adaptation au changement climatique, alors à moyen terme, l'exécutif envisage de rehausser 3 barrages, Figre, Lalijane et Code, et de créer 2 retenues collinaires, une en plaine à Vadine et l'autre en Balagne à Sambouc. Alors la doctrine, c'est pas de construction de grands barrages dans l'immédiat. Est-ce que vous partagez cette vision? Joseph Colombani disait tout à l'heure que finalement, il y a un certain nombre de projets sur la table qui semblent aller dans le bon sens. Est-ce que c'est Je peux vous annoncer une 3e retenue collinaire Kabouganchtig au-dessus des agréates pour sécuriser le nez bio, faire en sorte que les agréates puissent bénéficier de l'eau et sécuriser la partie haute de la Balagne, la partie nord, on dira dans le canal, Ourtaga, Lama et Petralba. Oui, effectivement, non, la politique est en cours. Nous, ce qu'on peut regretter, c'est d'être sorti trop tôt de l'objectif numéro 1 dans les années 2000. C'était l'objectif européen de rattrapage des régions pauvres, finalement. Et la France ne s'est pas battue. Comme simple, Péragours, on a perdu 4 ans. François Alphonse... C'était même une erreur de l'INSEE. De l'INSEE, exactement. Il avait surévalué le niveau de vie des exactement, puisque à partir de là, il y aurait pu avoir d'autres projets structurants, puisque depuis l'ère de Jean Badjon, et je salue là au passage, il n'y a plus de projet structurant au niveau de l'eau, c'est-à-dire 3 mandatures, une de droite, une de gauche, une nationaliste. Donc... on n'est pas là pour faire le procès des gens, bien au contraire. Je pense qu'à un moment donné, il n'y avait plus les moyens pour aller dans de grosses structures. Maintenant, on se dirige vers de petites structures dites de retenues collinaires. C'est moins impactant pour l'environnement. Il y aura moins de tensions avec les associations dites proches de l'environnement, la défense environnementale. Et c'est surtout des choses qui iront certainement beaucoup plus vite de par leur impact, mais aussi d'un point de vue financier. Donc, bien entendu, l'eau, elle est essentielle à l'agriculture, à tout type d'agriculture. Et il est certain que là, il va falloir se relever les manches et pour avancer les projets. Alors, la consommation d'eau agricole représente la moitié de la consommation totale. Le plan de la collectivité de Corse, c'est de stocker 12 millions de mètres cubes supplémentaires d'ici 2035 et d'en économiser 5 millions de mètres cubes à travers des réseaux plus performants. Alors, quels sont les efforts que les agriculteurs font déjà et doivent poursuivre en matière d'irrigation, en matière d'espèces à planter? Joseph Colombani. Bon, alors, ils en font déjà des efforts. Puis, c'est à la fois les sondes qui ont été prises en charge. Mais moi, ce que je voudrais poser comme problème, pour mettre un peu le pied dans le plat, hein, pas forcément avec Jean-Baptiste, mais pourquoi faire l'eau? C'est quoi le projet agricole? C'est quelle vision? On parle de quoi? De 4% d'autonomie alimentaire? C'est quoi la vision? C'est 10, 20, 30? À quelle échéance? Avec quels moyens? Avec quel outil? Quelle gouvernance? Je veux dire, moi je veux bien qu'on parle de l'eau, comme on pourrait parler aussi du foncier, de la formation, du marché, du transport. Mais pourquoi faire? C'est quoi la vision globale? Moi c'est ça qui me manque. Lorsque je vais à l'Audarc et on se voit avec Jean-Baptiste, je veux dire, moi je remets sur la table systématiquement
c'est quoi le projet agricole de la Corse? Parce que tant qu'on ne définira pas ça, et ça, je pense qu'il va falloir qu'on en parle, à partir d'une concertation. Ça ne doit pas être le projet de Colomba, ni de Jean-Baptiste, ni d'un individu ou d'un autre. Ça doit être le projet agricole de la Corse. Et je pensais que la discussion avec Darmanin, où on nous demandait de réfléchir à l'évolution institutionnelle, allait être l'occasion justement de poser le contenu. Alors là, il y a Vautrin qui est arrivé, qui nous dit on va parler aussi du quotidien. Bon. Et pas seulement que de l'institution. Eh bien, tant mieux, allons-y. La première chose, c'est une concertation avec tous les syndicats, toutes les forces vives de l'île, y compris les consommateurs. C'est aussi leur rôle de participer à ça. Donc, allons-y, parlons de l'objectif. Après, on va parler des moyens. Alors, on va peut-être une réaction d'abord avant de parler de l'eau. Est-ce que vous estimez, vous aussi, qu'il n'y a pas suffisamment un cap qui est défini et qu'il appartient à la profession peut-être de se fédérer et de voir un petit peu quel doit être l'objectif en lien avec cette réforme institutionnelle? Bon, comme ça, on évacue ce sujet-là maintenant. Non, il est certain aujourd'hui qu'il va falloir faire une table ronde. On peut dire même un plan Marshall autour de l'eau, même si le terme ne me plaît pas, parce que les plans Marshall, on le sait très bien, ils sont éphémères. Mais à un moment donné, il va falloir avoir une vision globale, parce qu'on parle souvent de la plaine, mais moi je pense aussi à la côte ouest de la Corse, notamment au Liamone, au delta du Liamone, où aujourd'hui il y a 300 hectares de terres très fertiles, il n'y a que 30 hectares qui sont potentiellement irrigués aujourd'hui. Donc on voit bien qu'entre les réseaux fuyards, entre le fait qu'aujourd'hui il y a peut-être 25 000 hectares de terre qui pourraient être irrigués mais qui ne le sont pas. À un moment donné, il va falloir se mettre autour d'une table, tous ensemble, de concert, avec les politiques, avec l'Europe aussi. Peut-être il va falloir aller chercher des fonds spécifique, parce qu'à un moment donné, le fait d'être sorti 4 ans trop tôt de cet objectif numéro 1, bah, ça a joué contre la Corse de manière générale. Il peut y avoir une forme de rattrapage, c'est ce que vous suggérez. Mais à un moment donné, le rattrapage il ne peut pas venir que de l'État, parce qu'on ne peut pas, nous, sans cesse quémander, surtout le monde agricole, qui passe toujours pour être la dernière roue du carrosse en Corse, et d'être toujours là, en train de commander quelque chose à laquelle on a droit, parce que, vous savez, au temps de la conquête française, on nous a quand même coupé les deux jambes d'un point de vue économique, notamment avec les lois douanières qui ont duré 96 ans, où tous les produits qui étaient importés en Corse étaient détaxés, et tous les produits qui étaient... Pour en revenir à aujourd'hui, par rapport à cette question de l'eau, quels sont les efforts que les agriculteurs peuvent faire? Est-ce qu'il faut irriguer les vignes? Par exemple, vous, dans la OC Patrimoine, vous n'irriguez pas. Est-ce que vous estimez qu'en plaine, on ne doit pas irriguer? Est-ce qu'il doit y avoir une politique à ce niveau-là, lissée, ou est-ce que ça dépend des territoires? C'est un souci d'équilibre et de consommation vertueuse. Nous, à Patrimoine, nous avons fait le choix, pour deux raisons, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue aussi qualitatif, de ne pas irriguer nos vignes. Moi, j'entends, et en plus, nous avons un terroir qui nous le permet, à savoir l'argilo-calcaire et l'argilo-schisteux. Moi, je peux entendre que des amis vignerons ailleurs en Corse, par rapport à leur terrain très drainant, que ce soit sur le tuf ou le granit, doivent irriguer, surtout avec le réchauffement. Après, c'est comme tout, il y a irrigation. À un moment donné, il va falloir, là aussi, faire en sorte qu'en aval, on puisse maîtriser une irrigation vertueuse et surtout aussi la partager entre filières. Ça, c'est important aussi. En attendant d'avoir de nouvelles ressources, c'est à être à nous, en aval, de faire des efforts, entre filières et aussi au sein même des mêmes filières, parce que certains, des fois, exagèrent un peu au sein de certaines filières. Joseph Colomba, il y a un peu la même question que tout à l'heure. Vous avez répondu sur le global avec la vision que doit avoir le politique. Mais qu'en est-il de l'irrigation en général? Est-ce que la politique d'irrigation, pour parler de la vigne, c'est tout nouveau qu'on irrigue la vigne en Corse. Et je pense que ça a déstabilisé, parce que le réchauffement climatique, c'est pas par gaieté, les gens sont obligés d'irriguer dans certaines zones, surtout certaines années. Donc c'est tout nouveau. Et c'est vrai que c'est une maîtrise à avoir par rapport à d'autres filières qui, historiquement, ont toujours maîtrisé. Hein. Je pense aux agrumes, aux arbaux, au maraîchage et même à certains fourragers. Donc c'est vrai qu'il faut faire des efforts dans ce sens-là, dans la maîtrise. Mais aujourd'hui, se passer de l'eau, malheureusement, c'est impossible. Donc il faut réapprendre, ou apprendre du moins à l'utiliser, à faire des efforts aussi, parce que c'est des économies d'eau, c'est aussi des économies du portefeuille. Alors avant de poursuivre, je propose un focus sur vos deux candidatures, ainsi que sur les modalités de scrutin pour cette première élection régionale. C'est un sujet de Jean-Philippe Mattei. Terminer les chambres départementales d'agriculture, place à une seule et unique chambre régionale. 2 candidats sont en lice pour englaner la présidence.
Joseph Colombagne, proche de Nazione, leader historique de la FDSEA en Haute-Corse, déjà président de la Chambre régionale d'agriculture en 2013 et président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse depuis 2019. Il pourra compter cette fois sur le soutien de Stéphane Paquet, le président sortant de la Chambre régionale d'agriculture, ainsi que les jeunes agriculteurs des deux départements. A démarche di unite e di cercare di mettere il più possibile l'agricoltore insieme, perché visto i bisogni che c'è oggi a livello agricolo e i problemi che c'è che fosse a livello di lait o per morire tutti i filiere, e sarebbe stato un bel concorso che non ci fosse una lista. Voilà. Non siamo mica stati abbastanza buoni per cercare di riunire tutto il mondo, ma penso che il lavoro che è stato fatto per riunire i giovani, anche la gente più anziana come noi, e di dare una prova che siamo capaci di mettere insieme, tutti insieme, per cercare di far avanzare l'agricoltura in Corse. Face à Joseph Colombagne, Jean-Baptiste Arena, ancien maire de patrimoine et conseiller territorial Corinne Fronte. Le vigneron, lui aussi engagé depuis plusieurs années dans le syndicalisme agricole, sera appuyé par Via Campagnola et Mossa Paisane, mais pas seulement. Attendu par Joseph Colombagne parmi ses soutiens, Cyril Caria était même pressenti pour porter sa propre candidature. Mais le leader de la coordination rurale, dernier né des syndicats agricoles dans l'île, a finalement choisi de soutenir Jean-Baptiste Arena, comme cela a été précisé lors d'une assemblée générale vendredi dernier à Linguizet. Aujourd'hui, il y a un bilan. Il y a deux mandatures du candidat de la FDSEA. Le bilan des deux mandatures, il n'est pas concluant, pas du tout concluant. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de changer de fusil d'épaule. Donc c'est tout naturellement que le choix, il va au changement, c'est une obligation. Mais d'ici janvier, quelques mouvements pourraient encore avoir lieu pour finaliser les listes candidates, chacune d'entre elles ne pouvant arborer le nom que de 2 syndicats. Côté modalité, les candidats devront ratisser large, car le fonctionnement de la Chambre d'agriculture se base sur un système de collège. 9 au total pour la Corse, scindés en 2 parties, les électeurs individuels et les groupements. Près de 12 000 électeurs individuels pourront voter en janvier prochain. Ils sont regroupés dans 5 collèges différents, dont le plus important, celui des chefs d'exploitation et assimilés, avec près de 3 000 personnes. La liste qui a le plus de voix obtient donc la moitié du nombre de sièges à pourvoir. C'est là que se jouera l'élection. Propriétaires et usufruitiers, salariés agricoles, salariés des groupements et anciens exploitants pourront eux aussi voter. Les groupements sont répartis dans 4 collèges, les coopératives de production agricole, la MSA ou encore les organisations syndicales. 33 personnes seront donc élues par les votants. Ces derniers pourront participer soit par voie électronique, soit par correspondance au scrutin qui se déroulera le 31 janvier 2025. Le président de la Chambre d'agriculture de Corse sera élu pour 6 ans. Alors Joseph Colombagne, il y a un temps, un rapprochement était envisagé entre la FDSEA et la coordination rurale. Non seulement ça ne s'est pas fait, mais on a entendu Cyril Caria à l'instant dire qu'après 2 mandatures, vous n'aviez pas un bon bilan. Comment est-ce que vous répondez à cette critique ? Il doit vivre sur une autre planète, parce que là où vous êtes, là, c'est la Chambre d'agriculture, c'est des bâtiments neufs qu'on a payés sur nos propres fonds. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucune aide ni de l'État, ni de la CDC pour monter ça. Il doit vivre sur une autre planète. Il n'a pas vu qu'on avait doublé le montant de l'aide du premier pilier de la PAC. Donc aujourd'hui, il y a 36 millions, à l'époque c'était 18, c'est ce que vous dites. Exactement. Je veux dire, bon, après, pas concluant, le travail qui est fait au quotidien par la Chambre sur le soutien aux filières, que ce soit sur les clémentines, sur d'autres, y compris dans les filières bovines, notamment, les filières bovines. Après, je veux dire, qui doit porter le décisionnel? Qui doit le porter? Qui doit décider de la politique agricole commune? Il ne faut pas oublier, puisqu'il se présente, il candidate aux élections de Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture, elle est force de proposition. Il n'est pas candidat. Hein, il est candidat. Il va être candidat. Il sera peut-être sur la liste. Il va être candidat. Oui, il va être candidat sur la liste sur le collège des salariés, je crois. Donc, il faut savoir que la décision, elle incombe. Les décideurs, c'est Bruxelles, Paris, Ajaccio, à travers l'ODARC. La Chambre d'agriculture, je le dis tranquillement à Jean-Baptiste, elle est force de proposition et force de mise en œuvre. Elle n'est pas force de décision. Elle n'a pas la capacité de décider. Donc si les abattoirs ne sont pas aux normes pour faire de la viande hachée, s'il n'y a pas d'abattoir petit ruminant, si on a fermé la coopérative céréalière de Vadine, si on a des prix qu'on vit au rythme des guerres, au rythme du réchauffement climatique, etc., ce n'est pas forcément le bilan qui n'est pas concluant de la Chambre d'agriculture et de son candidat. Par contre, il y a des choses que, oui, je revendique. Le protocole IREL,
d'être sorti de la dette bancaire agricole depuis 35 ans, qui polluait les choses. Alors que justement, certains ont refusé de signer le protocole IREL, le 122 bis de la MSA, doubler l'aide du premier pilier de la PAC. Oui, alors qu'on a été dénoncé par rapport à ça en disant que c'était encore plus de primes et que les agriculteurs allaient se gaver, etc. Ce qui a entraîné d'ailleurs ensuite les contrôles où on nous a retiré la reconnaissance des parcours, notamment pour les bovins, ovins, caprins. Donc, je crois qu'il faut raison garder sur les responsabilités de la Chambre, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, mais surtout ce que d'autres auraient pu faire. Alors, Jean-Baptiste Arène, d'abord, première question, est-ce que Cyril Carrière sera bien sur votre liste? En tout cas, il vous soutient. Et autre question plus générale, si vous êtes candidat, c'est que forcément vous estimez que le bilan ne vous satisfait pas pleinement. En quoi? Écoutez, moi je suis aux responsabilités d'une commune depuis 10 ans. Je sais que d'être aux responsabilités, je sais que ça incombe en termes de charge, de travail. Et vous savez, bon, je vais reprendre une phrase... L'art est facile, la critique est facile, l'art est plus compliqué. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour critiquer, que ce soit la Chambre, où Joseph le rappelait, c'est vrai que la Chambre est force de proposition et aussi un appui technique. Je ne suis pas là pour critiquer la CTC non plus, qui fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Mais à un moment donné, être force de proposition supplémentaire. Comme le rappelait tout à l'heure Stéphane Paquet, il est dommage qu'on n'ait pas pu tous s'unir. Il y a encore quelques petites rancœurs, pas entre moi et Joseph, loin de là, nous sommes amis, les gens le savent, mais peut-être avec des gens que nous avons de part et d'autre. Nous sommes là pour être fort de proposition, trouver un équilibre entre deux modes agricoles aujourd'hui en Corse, qui sont déjà présents et qui sont amenés, on en parlera tout à l'heure, notamment par rapport à l'autosuffisance alimentaire, où il va falloir que ces deux modes d'agriculture cohabitent. Et bien entendu, pas tout n'a été fait, mais pas tout n'a été mal fait, bien au contraire. Je pense que depuis un quart de siècle, on a quand même sorti, on a tous ensemble sorti l'agriculture corse du mauvais espace dans laquelle était rentrée, on va dire, suite aux années 60, à ce qui s'est passé dans les années 60 et 70 en Corse de manière générale. Alors pour revenir à quelque chose de plus récent, vous avez évoqué les primes agricoles, vous évoquez les rancœurs du passé. On va en parler un petit peu quand même. Alors par le passé, ne fût-ce que si on remonte à la campagne de 2018, ce qui a fortement divisé le monde agricole, c'est le débat sur les aides européennes. Très clairement, Via Campagnolo tenait un discours de défiance sur l'utilisation des fonds de la PAC, politique agricole commune. En général, votre syndicat, en tout cas, je crois que vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas membre de Via Campagnolo, mais vous êtes proche. En tout cas, Via Campagnolo insistait sur Produce par Campa. La demande, c'était de coupler les aides à la production. Est-ce que ce débat, il est encore présent aujourd'hui ou un peu moins? La production est essentielle. La production est essentielle déjà vis-à-vis de notre peuple. Déjà, on le doit à notre peuple, on le doit aussi au pouvoir public qui nous accompagne. Mais aujourd'hui, un agriculteur, il y a la production, bien entendu, elle doit être essentielle. Mais c'est aussi un paysagagiste. C'est lui qui façonne la Corse, comme il a façonné depuis des siècles, voire depuis des millénaires. L'agriculteur aménageur d'espace est une notion qu'aujourd'hui vous reprenez, mais bien entendu, que par le passé. Aménageur d'espace et protecteur aussi d'espace, notamment par rapport aux incendies. Je pense qu'aujourd'hui, un agriculteur doit être aidé à la juste mesure de ce qu'il fait pour cette terre. Du moment où il est sérieux, où il vient en appui, notamment, je pense aux SDIS de Corse, aux SDIS de Corse pour lutter contre les incendies, mais pas que. Aujourd'hui, le tourisme a besoin de cette agriculture pour façonner les paysages, parce que nous qui sommes attachés à faire en sorte qu'il y ait un tourisme hors saison, voire sur l'ensemble de l'année, eh ben ça va passer et ça doit passer par l'agriculture. Et encore une fois, l'agriculture et le tourisme doivent être antinomiques, mais doivent être des forces qui se nourrissent l'une et l'autre. C'est pour ça que le débat a évolué depuis une dizaine d'années. Comme de l'autre côté, beaucoup de gens sont venus aussi vers la production. Je disais tout à l'heure, il y a un changement de mentalité au sein même des familles, au sein même des exploitations, parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur est avant tout un entrepreneur. Pour en revenir aux différents soutiens, la précédente élection, en Corse du Sud du moins, l'alliance avec Moussa Paysane n'avait pas pu se faire. Cette fois, oui. Sur quelle base?
sur des bases programmatiques. Et bon, les bases, vous savez, à 90%, les 5 syndicats qui sont présents aujourd'hui en Corse, on émet la sauvegarde de cette terre, parce que le socle, avant tout, on en parlera tout à l'heure, pour installer des jeunes, ça restera et ça reste la terre, le foncier, l'accès au foncier, le fait de pouvoir intervenir dans les PLU, le fait demain de réactiver cette commission foncière, ancienne commission départementale, où justement, on en parlera après, effectivement, elle est en sommeil depuis la fusion des collectivités. Voilà, donc tout ça fait que aujourd'hui, ça nous incombe à tous de mettre en place cette politique qui aspire à réunir tout le monde agricole, parce que sur l'ensemble des sujets, nous sommes d'accord. Dernière question purement politicienne. Vous êtes également conseiller territorial Corim Front. Ce n'est pas une candidature Corim Front, je crois. Est-ce que vous allez rester conseiller? Alors, non seulement ce n'est pas une candidature Corim Front, mais comme je l'avais annoncé il y a 3 ans et demi, donc à mi-mandature, je ne savais pas que je devais être candidat 3 ans et demi à plus tard. Pour la Noël, je serai démissionnaire du groupe de l'Assemblée de Corse, puisque j'ai toujours dit que j'étais contre le cumul des mandats. Comme je viens de reprendre la commune de patrimoine, puisqu'il y a une alternance sur la commune depuis 10 ans maintenant, je démissionnerai de l'Assemblée de Corse avant même les résultats du 30 janvier. Quel que soit le résultat de cette élection. Quel que soit le résultat de ce... Geoff Colombagne, vous êtes allié au JA et à l'STA de Corse du Sud, incarné par Stéphane Paquet, président sortant de la Chambre régionale. Alors, c'est un partage des mandats qui se fait 2 ans chacun. Comment ça va se passer? Alors, si vous êtes élu, bien sûr. Il y a des modalités. D'abord, l'esprit, que la FDSEA s'associe au JA, etc., et que la FDSEA de Haute-Corse s'associe à la FDSEA de Corse du Sud, c'est pas énorme. Mais au-delà de ça, il y a le côté, on a mis en place une chambre régionale. On l'a voulu, on l'attendait, on le souhaitait, pour une question d'efficacité. Peut-être qu'on va parler de la gouvernance, j'espère. On va en parler, bien sûr. Donc, il y a une efficacité que l'on peut trouver dans une coordination nord-sud. Arrêtons le syndrome de Witt-Savone. On a les mêmes difficultés en Haute-Corse et en Corse du Sud. Donc, s'unir pour un outil commun que l'on a voulu, que l'on a mis en place nous, c'était un vœu pieux sur plusieurs mandatures, on a réussi à la mettre en place. Aujourd'hui, elle est effective. C'est ce que tout le monde nous demandait. Donc moi, il me semblait important, et j'ai lutté pour ça. Si vous connaissez l'histoire, personnellement, j'ai bataillé pour que cette union elle se fasse sur cette base-là. C'est-à-dire que les 2 présidents, les 2 personnes qui ont voulu cette chambre régionale, les 2 personnes qui avaient un certain savoir-faire, au moins durant les 2 premières années, pour la mise en place. Après, je ne dis pas une fois que c'est sur les rails, mais que ce soit les problèmes de personnel, les problèmes de méthode, les problèmes de technique, de vision, de mettre en œuvre en coordination le Nord et le Sud. Je veux dire, tout ça, on va essuyer des plâtres. Donc, très concrètement, il fallait cette union. Là-dessus, se sont greffés les JA. Tant mieux, parce que la relève, très clairement, moi, je n'ai pas vocation à rester à vita aeternam, ça, c'est pas Jean-Baptiste qui dira le contraire, à rester à vita aeternam à la Chambre d'agriculture. Je veux dire, il faut passer la main. Moi, j'ai formé des jeunes, comme j'ai été formé moi-même par les vieux syndicalistes, les Roger Simon, les Marcel... C'est un débat que l'on connaît en Corse. On se rappelle de la fusion des collectivités, les 2 départements qui ont fusionné avec la collectivité de Corse. C'était pas automatique. Ça devait être plus efficace pour les politiques publiques, et aujourd'hui, il y a des critiques. Concernant la Chambre régionale d'agriculture, si on fusionne aujourd'hui les 3 budgets, on atteint 8,7 millions d'euros de budget, ce qui sera à peu près ce que sera le premier budget. Par la suite, les choses peuvent évoluer, mais est-ce que vous aurez les moyens, et ça c'est une question que je poserai également tout à l'heure à Jean-Baptiste Arène, mais est-ce que vous aurez les moyens avec cette somme? Non, écoutez-moi, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de, encore une fois, je m'excuse, mais c'est une question de volonté politique. Nous, on va faire quoi? Nous, on est censé faire des propositions et mettre en œuvre une politique agricole. Si cette politique agricole n'existe pas, ou est mal définie, ou alors elle est contraire à ce qui nous semble les intérêts de la Corse, tels qu'on peut les définir lorsqu'on parle d'autonomie alimentaire, à 4%. Essayons au moins de viser du 20%, comme les dom-tom, du 20% d'ici 2030. À ce moment-là, moi je vous dirais, si les moyens sont suffisants, si c'est pour ne rien faire, je vais vous dire que les moyens sont même extravagants. Tout dépend, encore une fois, mais essayez de comprendre ce que je veux dire. Merci. Tout dépend, Monsieur Moret, tout dépend l'objectif que vous voulez atteindre. 8 millions, c'est peut-être trop. Ou alors, c'est peut-être pas assez. Définissons un objectif à atteindre. Mettons-nous d'accord
avec une concertation, avec aussi les consommateurs, avec les maires, les présidents de communautés de communes. Mettons tout le monde autour de la table sur un projet rural, un projet agricole pour la Corse. À ce moment-là, je vous dirais si le budget est suffisant ou pas. Alors là, vous posez un peu la question de la gouvernance de l'agriculture en règle générale. Vous voyez la Chambre d'agriculture Avant la gouvernance, je pose la question de l'objectif à atteindre. Jean-Baptiste Arène, 8,7 millions d'euros. Si demain vous étiez élu, est-ce que vous estimeriez que c'est suffisant? Ou alors, dans le cadre d'une politique globale où c'est l'ODARC qui définit l'essentiel des choses et qui est l'organisme payeur et qui fournit l'essentiel des moyens, l'appui technique que peut apporter la Chambre, cet argent suffit? C'est un peu une question suffisant en termes de moyens, ça ne l'est jamais assez. Ça ne l'est jamais assez pour une collectivité. Maintenant, il est bon de rappeler que la Chambre doit rester un contre-pouvoir même aux politiques, un contre-pouvoir constructif, quand on le peut, hein, bien entendu. Et bien entendu, elle doit apporter, on va dire, la technicité. On parlait tout à l'heure de l'eau, mais c'est le cas pour toutes les filières, notamment dans le monde animal, qui en a le plus besoin, puisque dans le monde végétal, les filières se sont déjà structurées déjà depuis 20, 30, 40 ans. Souvent. Elles ont souvent leurs propres techniciens, donc ça va être à la Chambre d'amplifier cela. C'est déjà le cas. D'ailleurs, je félicite le travail de beaucoup de techniciens, que ce soit au nord ou au sud, qui ne ménagent pas leurs heures de travail. Mais il va falloir accompagner le politique. Il va falloir aussi, et là c'est là où le triptyque est important avec la SAFER, donc Chambre, ODARC, SAFER, le politique, l'organisme payeur, l'ODARC, l'organisme qui va apporter la technicité, donc la Chambre, et qui va être force de proposition, parce qu'une chambre régionale, forcément, aura beaucoup plus d'impact que deux chambres départementales et une chambre régionale qui fonctionnait à l'époque un peu au ralenti. Et bien entendu, la SAFER qui reste, encore une fois, le socle et qui pourra travailler avec les intercos, à travers les SCOT, qui pourra travailler avec les communes, à travers les PLU. Je ne sais pas de cohérence territoriale, on va essayer d'éviter les acronymes au plus possible, parce que pas tout le monde n'est familier. Voilà, donc de faire en sorte que ce triptyque, sans oublier bien entendu en toile de fond la MSA, qui est très importante, notamment par rapport à nos anciens, où moi aujourd'hui j'ai un jeune salarié qui est victime d'une maladie assez grave, et on voit que souvent la lourdeur, on l'a entendu tout à l'heure, ou on l'entendra tout à l'heure chez les jeunes, la préoccupation c'est aussi la lourdeur administrative. Ça aussi il va falloir en discuter entre nous, et ça je pense que tout le monde agricole est d'accord. Cette manière de travailler ensemble entre SAFER, MSA... Si on va parler de la lourdeur administrative, et notamment chez les jeunes, moi, j'entends ce que dit Jean-Baptiste sur le rôle de contre-pouvoir, et notamment d'une chambre d'agriculture. Et c'est vrai que si on a voulu justement la régionaliser, c'est justement pour que ce soit un contre-pouvoir efficace par rapport au niveau de l'ODARC et de la CDC. Mais en même temps, ces organismes payeurs que sont l'ODARC, comme France Agrimaire, comme l'État, vis-à-vis de la Chambre, s'ils s'amusent à siphonner les missions des chambres, je pense notamment à l'installation, on enlève du poids, on enlève de la compétence, on enlève même la porte d'entrée des jeunes agriculteurs au service technique de la Chambre d'agriculture. À ce moment-là, c'est une manière de se débarrasser du contre-pouvoir. Je veux dire donc votre crainte, c'est qu'il y a une centralisation. Oui, il y a une menace, très clairement, il y a la volonté qu'on peut afficher, qu'on doit afficher quand on est démocrate. Toute démocratie doit avoir son contre-pouvoir. Mais en même temps, si on peut se débarrasser de ce contre-pouvoir en siphonnant notamment des pans entiers de ses compétences, comme l'installation, puisque ça a été les discussions avec l'ODARC, même à un moment au niveau de l'Assemblée nationale, hein, où le député Jean-Félix Aquavive avait demandé une dérogation à ce qui était prévu, etc. Bon. On ne va pas revenir sur le passé, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, asseyons-nous autour d'une table. Il n'y a personne dans le monde agricole, personne qui n'a demandé autant que moi une concertation. De tous les syndicats, de tous ceux qui interviennent, interprofessions, filières, tout le monde, et au-delà, même les politiques, les communes, les présidents de communautés de communes, écrivons un projet pour la Corse. Profitons de ce qui s'est passé, au moins que l'assassinat d'Yvan Colonne, eh bien, ma foi, qu'elle puisse servir à la Corse. Qu'on puisse aller en avant, aussi bien sur l'évolution institutionnelle que sur le contenu. Qu'est-ce qu'on y met? Quel objectif?
Et là, on va pouvoir définir les moyens. En fait, le plan, c'est d'abord installer une concertation. Ensuite, définir un objectif qui pourrait être tendre vers l'autonomie alimentaire, tout en soutenant les filières d'exportation. Je pense notamment au vin de la famille Arène. Hein. C'est quand même une référence avec d'autres, hein, mais c'est quand même important. Tendre, donc, soutenir l'exportation parce qu'il participe à notre équilibre de la balance commerciale et à notre souveraineté alimentaire. Une fois qu'on a défini cet objectif, c'est les principes. Moi, les principes, j'en vois 5. 5 principes. 1. Assurer un revenu décent à l'agriculteur. 2. Produire pour toutes les bourses. C'est-à-dire aussi bien pour la bourse la plus indécente, je dirais, comme la bourse la plus modeste en Corse. 3. Produire en respectant l'environnement, une production durable. 4. Produire sur tous les territoires de Corse. Et 5. Faire en sorte qu'on reste sur des exploitations de type familial. Après, il y a d'autres principes qu'on peut mettre en œuvre. Hein. Ça, c'en est que 5. Et après, Monsieur Moret, après, on définit les thèmes. Comment on travaille sur le foncier, comment on travaille sur le marché. Là, on est en train d'installer un marché d'intérêt national. Avec Rungis, les contacts qu'on a, on en a parlé avec Jean-Baptiste, il y a un vrai projet, vraiment intéressant. Et là, pour le coup, on est soutenu par l'ODARC. Donc, on n'est pas des opposants systématiques à l'ODARC. On cherche à travailler avec eux. Mais en même temps, bon, on ne va pas revenir au bilan qui n'est pas concluant. Mais... Alors, on peut conclure sur cette histoire de la gouvernance. Pour vous, c'est davantage un partenariat, finalement, qu'une opposition entre la Chambre et les autres instances, ou pas forcément? Non, c'est justement un partenariat. C'est un partenariat important de discuter. On sait très bien qu'il va y avoir certaines discordes, mais à un moment donné, il va falloir, là encore une fois, travailler main dans la main. On a pu le voir au niveau de certaines micro-régions. Moi, je peux parler du Nibe-Concador, dont je suis issu, parce qu'au-delà de patrimoine, c'est vrai que les gens se réfèrent toujours à patrimoine. Premier AOC de Corse en 68, dont je suis un des héritiers, comme à Lire en 75. Mais c'est de mettre en synergie les différentes filières. Et les différentes filières pourront travailler en synergie que si les instances elles-mêmes travaillent en concert et de manière à avancer main dans la main, en discutant et pas en se tournant le dos, tout simplement. Et on a pu le voir que depuis 40 ans, quand ça a été le cas, il y a des spéculations agricoles qui ont fait un bond en avant extraordinaire. En tout cas, vous prenez tous les deux l'autonomie alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes loin du compte. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose un tour d'horizon de l'agriculture insulaire avec l'essentiel des données. C'est un sujet là aussi de Jean-Philippe Mattei. À quelques mois de l'élection du président de la toute nouvelle Chambre d'agriculture de Corse, le terme de souveraineté alimentaire revient avec insistance. Mais alors, où en est-on? Premier constat, l'agriculture corse ne pèserait que 4% dans l'assiette des Corses en moyenne, victime du modèle sociétal de consommation. Notre assiette s'est banalisée et elle est devenue à l'instar de tout ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et donc on a effectivement mangé, manger gras, manger salé, manger sucré, davantage de viande. Donc finalement on s'est conformé au modèle occidental et au modèle globalisé. Et ce faisant, on s'est éloigné effectivement de nos racines culinaires, culturelles. On mange donc très peu de ce que l'on produit. La production en Corse pesait 315 millions d'euros en 2022 selon les derniers chiffres. Si les produits animaux bruts et transformés stagnent à près de 59 millions d'euros, l'immense partie de la production est issue des produits végétaux, viticulture ou maraîchage avec 247 millions d'euros, mais aussi clémentines. La production en 2024 atteindrait 34 000 tonnes, elle s'exporte à près de 90%. La politique agricole commune, la PAC, aide donc davantage les éleveurs puisque ces derniers produisent moins mais nécessitent plus de surface que les producteurs de végétaux et dérivés. La PAC permet le versement de 51 millions d'euros à la Corse entre 2023 et 2027. Une survie qui s'opère tant bien que mal alors que le modèle de production prend un tout autre chemin délaissant l'agriculture vivrière. On a été gagné par le supermarché, lui-même approvisionné par les transporteurs et les centrales d'achat. Et donc, du coup, finalement, on se passe de notre agriculture de proximité. En revanche, cette agriculture de proximité, elle a été conduite par les politiques publiques à faire autre chose que de nourrir la population. Donc, si vous voulez, c'est cette déconnexion-là qui est la principale raison
d'un côté nos comportements, nos modes de vie, on va dire, et de l'autre côté la trajectoire empruntée par notre tissu agricole. Peu de consommation de produits issus de l'agriculture corse, peu de production issue de l'élevage local maintenu pour partie en vie par une PAC peu adaptée aux spécificités. L'agriculture insulaire ne se porte donc pas au mieux et l'autonomie alimentaire semble pour l'heure bien loin. Alors, 4% seulement de ce qui se retrouve dans nos assiettes est produit localement. Vous êtes tous les deux favorables à l'autonomie alimentaire. Bon, ce n'est pas un programme dans les 6 ans, j'imagine, mais l'autonomie alimentaire, ce serait pour quand et comment y parvenir? Alors, je ne sais pas lequel des deux peut essayer de commencer à apporter une réponse. Voilà, balle à Joseph Colombagne. Alors, moi, pour vous planter un peu le décor, dans le cadre de Rungis, justement, de la mise en place de ce marché de gros, on a rencontré le président. Je vais vous répéter ces paroles. Il y a une quinzaine de jours, donc il disait « Je discutais avec un ami corse dernièrement, il me demandait pourquoi l'économie corse allait si mal, et notamment dans l'alimentation. Je lui ai dit, c'est le président de Rungis qui parle, je lui ai dit qu'en fait en Corse, vous étiez sous une économie de type colonial. Et vous étiez une zone de consommation, pas une zone de production. Donc, déjà, il faut placer le contexte. La Corse est une colonie. Elle reste un problème de... C'est une zone de consommation. Alors, pas tout le monde ne le pense. Effectivement, Nation, et dont vous êtes, a proposé une décolonisation que la Corse et Corinne a voté. Pour situer le débat de manière plus large. L'aspect colonial, etc., c'est quelque chose de très simple. On le retrouve sur d'autres territoires, pas forcément en lien avec la France, avec d'autres pays, mais c'est une économie qui n'est pas endogène. C'est une économie que l'on impose à un territoire, voilà, par un autre pays et pas pour les intérêts de ce territoire. C'est la définition d'une économie de type colonial. À partir de là, si vous n'avez pas les moyens de produire, je m'excuse, mais si aujourd'hui on n'a pas l'autonomie alimentaire, c'est pas parce qu'on a changé forcément de mode de consommation. C'est tout simplement que ces modes de consommation, de production n'existent pas. Parce que vous avez le foncier qui est inabordable. Vous avez une concurrence déloyale avec l'économie du BTP, etc., etc. Lorsque vous avez en montagne du foncier qui est inaccessible parce qu'il n'y a pas le problème foncier n'est pas résolu, l'indivision, l'absence de titres, etc., c'est des freins. Pareil pour les investissements productifs. Je veux dire, on n'a pas soutenu la filière céréale. La filière céréale, vous vous rendez compte, la seule coopérative céréalière de Corse a fermé en juillet 2023. Comment on peut parler d'autonomie alimentaire lorsqu'on se prive de céréales? Je veux dire, il y a comme ça des logiques qui sont imparables. Il faut investir dans les outils et les structures de production. Parce que nous, en Corse, lorsqu'on traverse la rue pour trouver du travail, eh bien, on trouve le maquis. Donc, il va falloir qu'on trouve du travail, des emplois et des richesses ici avec une économie endogène, par les Corses, pour les Corses. Jean-Baptiste Arène, c'est l'économie endogène. En d'autres termes, il faut créer ses propres structures ici. Ça ne se fait pas du soir au matin. Pour vous, l'autonomie alimentaire, c'est quel horizon? Comment est-ce qu'on y arrive? Après, on va rentrer un peu dans le détail de certaines filières. L'autonomie alimentaire, c'est une génération, c'est 25-30 ans. C'est 25-30 ans. Si déjà dans les 10 ans, on arrive à toucher les 20%, comme le disait tout à l'heure Joseph, au niveau des dom-toms, ça sera déjà extraordinaire. Il y a un travail énorme. Il ne faut pas oublier qu'il y a 260 ans d'histoire qui nous a joué contre. Ça fait 40 ans où aujourd'hui l'agriculture a repris un peu, on va dire, son propre destin en main. Ce n'était pas le cas depuis 2 siècles, avant les années 70. Tout le monde sait que la Corse était le grenier à céréales de la République de Gênes. Aujourd'hui, on est obligé d'importer des céréales. La Sardaigne à côté produit des céréales, mais produit aussi du riz, des pâtes à travers ces céréales. Donc, je ne dis pas aujourd'hui, dans les 5-10 ans qui viennent, d'arriver à la même hauteur que la Sardaigne. Mais il est certain qu'à un moment donné, il va falloir une pierre de départ. Cette pierre de départ, là encore une fois, il va falloir la poser tous ensemble. Il va falloir reconquérir des terres sur le maquis. Il va falloir expliquer aussi à des personnes que ce maquis qui est présent aujourd'hui, parce que souvent, là encore, l'administration française est toujours là pour venir embêter des jeunes agriculteurs ou des moins jeunes quand il y a des
défrichement en cours. Là encore, la lourdeur administrative fait que de reconquérir sur le maquis, parce que tout est tematiche che troviamo, che usiamo in Cabigorsi, in Bonifacio, in centro corsi, dappertutto in Corsica, c'erano le vasce sotto, ci sono le vasce sempre. E i nostri vecchi lavorano, cioè sapere che oggi tutte queste macchie erano mica macchie e hanno fatto campare generazione e generazione. Dunque oggi di Berchi c'è stato un scambiamento a Penuccia, a livello di società, oggi di Berghi e non cucinano mica come cucinano i nostri Gaccari, i nostri Milano all'epoca. Ma domani ci possiamo trovare certi prodotti fatti in Corsica, né AGD, par exemple. Pour poser le débat un peu de manière plus large, la PAC, politique agricole commune, c'est 50 millions d'euros d'aides versées en Corse, 36 millions sur le premier pilier, c'est l'ASP, donc un organisme d'État qui les verse, 15 millions versés par l'ODARC au titre du handicap naturel. Cet argent, finalement, il n'est pas là pour aider la production, parce que le problème de l'Europe, c'est la menace de la surproduction. Est-ce que cette aide, finalement, elle pourrait aller dans le sens un jour de l'autonomie alimentaire, ou bien son but, c'est de mettre des pansements sur ceux qui ont mal parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir? Est-ce qu'il y a une possibilité de changer? Je sais que vous portez un projet de changer ça, mais la PAC, on peut difficilement imaginer, on va dire, quelques agriculteurs corses qui bougent les lignes à un niveau de Bruxelles. On voit comment c'est difficile. Je ne pensais pas seulement aux agriculteurs. Je pense que là, il faut avoir l'appui de toute la Corse, de tout le peuple corse. C'est pour ça que je vous parlais d'une concertation. On est bien conscient de notre force à nous. On est faible, on nous a mis faibles. Aujourd'hui, il faut un vrai projet agricole, mais qui soit porté par l'ensemble de la Corse. Mais des aides à la production, est-ce que c'est possible en Europe, selon vous? La PAC, ça veut dire politique agricole commune. Aujourd'hui, la politique agricole commune ne va pas dans le sens de la production. On le voit même à travers les manifestations qui se déroulent. Donc il faut un projet spécifique pour la Corse. D'où la demande que nous faisons de POSEI. POSEI, c'est-à-dire programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité. C'est-à-dire de flécher ces aides. On ne demande pas forcément plus d'aides, on demande d'aider mieux à partir d'un projet. Mais encore une fois, comment vous voulez argumenter un programme spécifique si vous ne l'avez pas défini? C'est pour ça qu'il faut une méthode. Il faut une méthode. Il faut une concertation, il faut un objectif, il faut des principes, il faut des moyens et une gouvernance pour savoir qui est responsable de quoi. Pour ne pas entendre justement tout et n'importe quoi sur la responsabilité de la Chambre ou la responsabilité de l'ODARC et de ceci. Mais tout ça, c'est une méthode. Mais il n'y a pas besoin de sortir, d'avoir fait l'ENA, ni de travailler à l'INRA pour comprendre ça. Je veux dire, tout le monde, n'importe quel agriculteur avec un peu de bon sens, sait qu'il faut passer par une concertation et une méthode. Cette question de la PAC, Jean-Baptiste Arène, est-ce que vous estimez que c'est un objectif raisonnable, faisable à l'horizon, on va dire, d'un mandat de président de Chambre, ou selon vous, il y a des lourdeurs telles qu'il faut essayer de trouver autre chose? Quelle est votre ligne là-dessus? Non, sur un mandat de Chambre, c'est impossible. C'est impossible. La seule chose, c'est d'embrayer une politique qui va aller de concert avec les autres chambres, que ce soit la Chambre des métiers, que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, parce que là aussi, il va falloir travailler à l'horizontalité avec les autres secteurs du monde économique corse, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le PIB insulaire, l'agriculture, malheureusement, ne pèse pas ce qu'elle pesait il y a un siècle ou il y a 200 ans. Mais, tout doucement, moi j'en suis convaincu, elle va retrouver ses lettres de noblesse, tout simplement parce qu'on voit ce qui se passe sur la planète. Bon, déjà, il va y avoir 8 milliards d'êtres humains à nourrir. Enfin, il y a déjà 8 milliards d'êtres humains à nourrir. Il va y en avoir 10 d'ici 20 ans. Et ensuite, nous le voyons, il y a des conflits à nos portes. Je vous ai rappelé tout à l'heure ce qui se passe. Le voyage en Israël il y a 2 ans, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Israël, on voit ce qui se passe en Ukraine. Donc, à un moment donné, au-delà même de notre fierté commune à ce peuple, à un moment donné, c'est même une question de survie selon ce qui peut se passer demain en Méditerranée. Et donc aujourd'hui, la Chambre a la vocation, bien entendu, à accompagner, à être force de proposition, encore une fois, mais elle seule ne pourra pas... Aujourd'hui, pour en rester à l'objectif d'autonomie alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas trop de produits de niche? Bon, vous êtes viticulteur, mais d'autres productions sont des produits, on va dire, soit destinés à un public particulier, soit pour du festif. Est-ce qu'on nourrit suffisamment? Est-ce que
ces niches qui sont rentables, avec des produits moi, je avec pense des formes sincèrement de que sur une est-ce que c'est pas un même, handicap? je pense sincèrement que sur une même exploitation, qu'elle soit au niveau végétal ou animal, il peut y avoir 2 types de produits. Que ça soit, on peut prendre, ou 3 même. Notamment au niveau des vins, maintenant beaucoup de vignerons font 2 types de produits, des produits qui sont accessibles au plus grand nombre. Quand je dis au plus grand nombre, c'est pratiquement à tout le monde, avec des registres qualitatifs, et des produits peut-être un peu plus, on va dire, élitistes, qui vont souvent partir à l'étranger. Et c'est la même chose d'un point de vue, on va dire, sur la filière animale. On voit aujourd'hui qu'il y a 2 types de charcuterie, qu'il y a 2 types de fromage. À un moment donné, c'est à nous de faire en sorte d'aller, de pouvoir nourrir notre peuple du mieux que l'on peut, mais tout en sauvegardant aussi le fait que aujourd'hui, la première vocation d'un agriculteur, c'est quand même de faire vivre sa famille. Alors justement, pour vous évoquer un certain nombre de produits, on peut évoquer, on va dire, les importations. Il y a quelquefois, on sait que les produits corses se vendent assez bien, il suffit de mettre une tête de maure et ça se vend, mais la difficulté, c'est plus de produire ici que de vendre. On va prendre l'exemple de la filière ovine et caprine avec le fromage. Chaque année, 8,9 millions de litres de lait de brebis sont produits, 6,5 millions sont importés pour être transformés en fromage corse. Alors comment est-ce qu'on peut favoriser la production locale? Là, typiquement, on voit qu'il y a le marché, il y est. Mais vous souriez, Joseph Colbagne. Pourquoi? Je souris parce que comment on peut favoriser la production locale? C'est les signes officiels de qualité. Je veux dire, il n'y a pas de signe officiel de qualité sur le fromage. Absolument. Je veux dire, lorsqu'on a voulu, à la Chambre, on a travaillé pour mettre des signes officiels de qualité. Et puis, il y a un syndicat, on ne va pas le nommer, qui nous en a sorti 5 et 6 différents. Alors qu'il y en avait un qui s'imposait sur le fromage corse. Donc, ça ne s'est pas fait. Je veux dire, à un moment donné, encore une fois, Torna Vignal, on dit la même chose, mais on le dit à des moments différents. Et il faut un projet pour la Corse qui comprenne un objectif. Dans cet objectif, on a des principes. On parlait de revenus de l'agriculteur, on parlait... Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont vraiment basiques. Et encore une fois, ça peut se faire même sur une mandature de chambre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un projet chambre, c'est un projet qui peut s'inscrire dans le cadre d'une évolution institutionnelle. Je vais vous raconter... Non, M. Morel, je vais vous raconter la viticulture à une époque, Jean-Baptiste le sait, et son père encore mieux, elle était à Padioles. Parce que le choix qui avait été fait dans la plaine orientale, du vin de coupage, du vin... Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu l'effondrement avec l'arrêt de la chaptalisation, que pour la Corse. Hein. L'effondrement, ce qui a suivi ensuite les faillites des biens pieds noirs avec la cave de Paye, d'Alière, etc. On connaît un peu l'histoire. Ce qui a sauvé la viticulture, c'est quand même, à un moment donné, l'évolution institutionnelle, l'élection de Mitterrand, avec Édith Cresson qui est arrivée avec des valises, 5,5 millions de francs lourds de l'époque, et où ils ont mis 3,5 millions sur la viticulture. À partir de là, ils ont restructuré les 32 000 hectares. En d'autres mots, sans un financement fort et fléché, il n'y a pas de possibilité d'augmenter les productions. Chaque évolution institutionnelle, parce que je peux vous parler de la viticulture, qui était à Padioles et qui a été sauvée par la première évolution institutionnelle de la Corse en 81-82. Je peux vous parler aussi de la deuxième avec Jox et le sauvetage de la filière agrumes, où on parlait de la clémentine comme du bois de chauffe. Hein. Et là, il y a eu 2 choses, le GIE et l'IGP. On va un peu donner la parole à Jean-Baptiste Arène aussi. Je ne sais pas si dans le temps de parole, on est... Non, là, je pense que vous avez quand même un certain débit. Oui, quand même. Jean-Baptiste Arène, on parlait de la filière ovine et caprine. Au-delà d'augmenter la production de lait, est-ce qu'on valorise suffisamment les produits aujourd'hui? Est-ce que, justement, les institutions qui sont censées investir pour qu'il y ait les outils nécessaires sont au rendez-vous quand, par exemple, on sait qu'il y a du mal à valoriser les agneaux et les cabris, par exemple? Est-ce que là, la Chambre n'aurait pas un rôle à jouer? Écoutez, je le rappelais tout à l'heure, je suis un enfant de patrimoine. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage à Pierre de Bernardi, qui était le fondateur de la première AOC de Corse. Donc, Joseph le rappelait tout à l'heure, je pense qu'il va falloir aller très rapidement vers une AOC pour défendre nos fromages, notamment. Une ou plusieurs? Une dans un premier temps qui sera déclinée ensuite en fonction des différents types de fromages qu'on a partout en Corse. Et là, le travail a été fait en amont. Donc là encore, il ne faut pas opposer ce qui a pu être fait. Il va falloir peut-être parler dans le micro. Voilà, ce qui a pu être fait en amont.
Ensuite, pour revenir sur la viande, notamment au niveau du cabri et de l'agneau, depuis une quinzaine d'années, à travers une manifestation culturelle et cultuelle, on a mis en avant l'Omertine ou l'agneau nouveau, l'agneau de lait en Corse, qui pourrait demain être sur toutes les tables de nos restaurants, même hors saison, que ça soit hors Nadal et hors Pâques, quoi, avec bien entendu en amont ce qu'il faut au niveau abattoir petit ruminant et peut-être salle de surgélation qui va pouvoir faire en sorte que ces produits de qualité, de haute qualité, parce que les gens se régalent. Moi je vois la semaine dernière à la Saint-Martin, les gens se sont régalés avec l'agneau de lait qui d'ailleurs est produit juste ici derrière nous. À un moment donné, ça c'est une valeur ajoutée en plus pour nos éleveurs, qui va suivre un peu ce qu'a pu déjà commencer à faire la filière bovine. Et là, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire sur 6 ans. Ça, on peut le faire sur 6 ans si tout le monde tire dans le même sens. On a évoqué l'importation de lait. On peut parler également de l'importation de carcasses de porc transformées ensuite en charcuterie corse. Si on prend les chiffres bruts, en 2006, la production était de 467 tonnes. Elle était de 1400 tonnes en 2022, 3 fois plus. Donc, on ne sait pas combien de porcs vivants ou de carcasses sont importés pour finir en charcuterie corse. Là aussi, comment augmenter la production locale? Là, encore une fois, il y a un marché, il y a une demande avec des produits qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des pistes pour améliorer, pour faciliter? Juste pour revenir sur la filière ovine et caprine, l'abattoir petit ruminant, il est attendu, il est nécessaire. Après, il faut un peu mettre de l'ordre dans. Il y a un syndicat qui prône l'abattage à la ferme. Donc déjà vous l'avez dit vous-même. On peut nommer les syndicats. Voilà. À partir de là, on ne peut pas faire les deux. D'autant plus que les abattoirs, vu la chute de la filière viande, de la filière bovine, aujourd'hui, c'était ce que disait le président du SMAC, ce n'est même plus d'actualité. Syndicat mixte d'abattage de Corse. Ce n'est plus l'actualité de faire un abattoir petit ruminant, parce que justement les abattoirs traditionnels, multi-espèces comme l'abattoir de Pontèche, ne travaillent pas assez pour justifier la construction d'un nouvel abattoir. Surtout si on défend l'abattage à la ferme. Donc il faut se coordonner. À un moment donné, c'est pas de la polémique pour de la polémique, mais il faut asseoir un projet. Si donc vous avez deux visions différentes sur les exploitations. Non, c'est pas deux visions. Moi, je veux en avoir qu'une de vision. Parce que c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et c'est comme ça que les politiques... la concertation avec une seule vision, c'est compliqué ça. Non, monsieur Moret, c'est simplement qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un objectif à atteindre. S'il faut un abattoir, 2, 3... Mais, je veux dire, les politiques ont beau jeu, lorsqu'ils entendent un discours et puis un autre, de dire « je ne fais rien » parce qu'il y a deux discours qui s'opposent. Allons à la concertation, tranchons et décidons, si c'est majoritaire, on se pliera à la majorité et puis les gens jugeront. La question sur les porcins. Sur les porcins, nous on prône bien sûr des signes officiels de qualité. Mais quand je dis on, c'est depuis 2013, depuis les assises de l'élevage qu'on avait fait, où on voyait déjà une AOP pour Kounoustral, une IGP pour le porc fermier qui n'était pas Noustral, et ensuite une marque pour tout ce qui est la charcuterie de bataille du quotidien. Donc ces trois niveaux que je disais, ces trois niveaux, ils peuvent exister dans toutes les filières, sur la même base, la race, le savoir-faire et ensuite simplement la fabrication locale. Jean-Baptiste Arène, de manière générale, des produits estampillés corse avec une matière première qui n'est pas d'ici. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? On a parlé des porcins, on a parlé du lait, on peut parler peut-être d'autres spéculations. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le rôle de la Chambre de lutter contre ça? J'imagine que oui. Bien entendu, sinon nous ne serions pas ici. Non, c'est toujours la même chose, c'est donner une valeur ajoutée aux produits de base, qui soit accessible, bien entendu, au plus grand nombre, de faire en sorte que ça ne devienne pas un produit élitiste. Mais il est certain qu'on peut avoir plusieurs catégories de produits. On peut avoir plusieurs catégories de produits, tout en étant produit à la ferme, tout en étant adossé à une famille. Aujourd'hui, un jeune couple, moi je prends souvent l'exemple de la vigne, aujourd'hui 3-4 hectares de vigne, même, allez, on va dire 5 hectares, c'est le seuil d'installation aujourd'hui en viticulture, peut faire vivre une famille à la pointe du Cap. Et pourtant, on va me dire, c'est loin de tout, mais à un moment donné, c'est l'histoire qu'on va raconter derrière, pas l'histoire pour l'histoire. L'histoire parce que, Joseph le rappelait, la viticulture, elle a été aidée, c'est vrai. Mais il y a aussi une belle histoire à raconter. Une histoire qui nous vient déjà depuis la nuit des temps, qui a 2600 ans, mais qui a été arrachée
Kuno Struzang, inali riastro, inali riastro. Dunque, oggi io penso che ci abbiamo per tutto il mondo, mais quand on arrivera à mettre en place ces critères de qualité, bah, les choses elles seront claires. Elles seront claires pour tout le monde, que ce soit au niveau du consommateur, que ce soit au niveau du producteur, et que ce soit au niveau aussi en amont de certaines aides qui seront attribuées à telle ou telle personne. Alors l'avenir de la profession, c'est la jeunesse. Le week-end dernier, ici même à Vescovato, à Grigiani, une de nos équipes a rencontré 3 jeunes agriculteurs. Quelles sont leurs motivations pour s'installer? Comment vivent-ils leur métier au quotidien? C'est un sujet de Maya Graziani. Je suis exploitante agricole sur la commune d'Omès, en ovins, bovins et caprins, en race corse. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années, suite au décès de mon père. J'ai voulu reprendre l'exploitation. 2 ou 3 ans après, j'ai réouvert la fromagerie de ma maman, qui est décédée quand j'avais 1 an, donc ça me tenait vraiment à cœur. Je me suis installé il y a 15 ans, sur la commune de Piano, dans l'Ampugnani, en Castagniccio. J'ai créé mon exploitation en porcine, où je suis rentré directement dans l'association du Pornoustral pour faire de l'AOP, parce que je voulais absolument faire la race locale. Je me suis installée il y a 4 ans. J'ai créé mon exploitation agricole et j'ai repris une partie de l'exploitation de mon père. J'ai donc décidé de faire un diplôme en agriculture pour pouvoir m'installer en tant que jeune agricultrice. Avant ça, j'avais des études supérieures à l'université de Corse. On est presque en exclusivité en vente à la ferme. On a un petit magasin sur Bastia. Sinon, on vend tout sur l'exploitation, sur Omès. Donc le fromage, la viande. C'est la question du foncier. La question des aides quand on s'installe, comme on peut le savoir, notamment avec tous les mouvements qu'il y a eu dernièrement, c'est les difficultés administratives, les lenteurs. Et clairement, ça va être aussi l'aspect financier. Cette année, la plus grosse difficulté, ça a été le changement climatique. On a manqué énormément d'eau. Donc on a dû m'en livrer, m'en amener, sinon j'aurais pu mettre mon exploitation en péril. Je pense que d'agriculteurs, on n'en veut plus trop. On préfère voir monter des immeubles plutôt que de laisser des terrains à un jeune qui s'installe, avec des chèvres ou des brebis. La cloche dérange, tout dérange en fait. On n'arrive plus après. Bon, moi, j'ai pas de soucis sur ça, mais je vois les jeunes qui s'installent maintenant, ils ont énormément de problèmes pour vendre leurs agneaux, leurs cabris pour la Noël, parce qu'il n'y a plus personne qui cuisine. Et qu'il neige un peu cet hiver et qu'on ait un peu d'eau, quoi, pour pouvoir travailler tranquillement. Et c'est tout. Hein. L'espoir, c'est aussi que l'ensemble de l'activité se structure, notamment en Corse, où des fois on se sent un petit peu, je dirais pas abandonné, parce qu'on a quand même la Chambre d'agriculture, on a l'ODARC, on a d'autres instances qui nous accompagnent, mais on a l'impression qu'on a un manque de communication, ou en tout cas d'uniformisation de la profession. Moi, j'ai de l'espoir. Après, on se bat pour ça, on investit toujours. On achète du matériel, on construit des hangars, là on va faire un bâtiment d'élevage. On a espoir que nos enfants reprennent. Je préfère voir mon fils au milieu des animaux dans la nature qu'enfermé dans un bureau toute la journée. Alors on vient de l'entendre, la passion est intacte. Toutefois, de 2020 à 2022, on a recensé en moyenne 80 installations. Il n'y en a eu que 49 en 2023, donc 30 de moins. Est-ce que c'est une tendance lourde, Joseph Colombagne, ou c'est... il peut y avoir une mauvaise année, mais dans l'ensemble, on s'installe quand même. Il y a eu des mauvaises années, parce qu'entre le Covid, l'Ukraine, les sécheresses répétitives, c'est des mauvaises années. Et en plus, c'était le changement de mandature. Alors ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais quand on change de programmation de PAC, il y a toujours un effet où on arrête de s'installer pour attendre la nouvelle programmation. Bon, mais ça, moi je pense qu'il y a un engouement dans la jeunesse corse vers les métiers de l'agriculture. À nous de les solliciter, comme ici à Agrigiane, etc. Mais il y a des possibilités. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, il y a un besoin, on le démontre avec les 4% d'autosuffisance alimentaire. On peut parler des ESA, où on peut dire que sur les 105 000, allez, les 100 000 hectares d'ESA, pour éviter les discussions, vous avez 70%, 70 000 hectares d'ESA que l'on
peut considérer comme sous-exploité. Et puis on peut parler... Il y a 63% de friches en Corse, effectivement. Tout à fait. Oui, je crois que c'est de friches. Ça veut dire que les terres arables représentent moins de 1%. Il y a un affichage sur les ESA, les espaces stratégiques agricoles, mais dans les faits, on n'est pas là. Quoi. De l'espace pour produire. Je ne vous parle même pas des zones de montagne, des zones pastorales, des airpates, où là, alors carrément, c'est sur 350 000 hectares recensés, on en déclare, on dit en exploiter seulement 150. Je veux dire, donc, il y a vraiment 150 000. Hein. Donc, il y a vraiment un potentiel. On a des jeunes qui y croient, parce que je vous rappelle qu'on était quand même les seuls à avoir un bilan positif dans l'installation. Les seuls sur la mandature précédente, vous voulez dire? Pardon? Sur la mandature? Sur ces dernières années. Donc, il y a la volonté des Corses. Il y a le manque, le besoin, les gens qui sont en attente de produits. On parlait du tourisme, mais même pour nourrir la population. On a l'espace pour produire. On a de l'eau qui tombe du ciel. Il suffit de la retenir. On a des méthodes, de la technologie. On a à l'université une formation qui vient de s'ouvrir justement pour être ingénieur agronome. Je veux dire, on a tout pour réussir, il manque une méthode, une concertation, une méthode. Alors, les nouvelles installations se font notamment dans le maraîchage, ça veut dire que le foncier est assez rare. Vous dites, vous, Jean-Baptiste Arène, que la SAFER, donc la société qui peut préempter des terres agricoles, la SAFER, donc, doit être un pilier de la politique agricole en Corse. Comment ? La SAFER, mais pas seulement la SAFER. Je pense qu'aujourd'hui, les intercommunalités, les communes, à travers les PLU, à travers ce que nous on a mis en place, ce qu'on appelle les biens 100 mètres. On en parlait avec Joseph il y a un an à l'Audarc, à cette même époque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'office foncier qui peut donner l'ingénierie à ces communes qui n'ont pas les moyens d'aller retrouver tous ces biens 100 mètres. Je cite souvent en exemple la commune de Berba, une commune voisine de patrimoine, qui a récupéré 97 hectares de biens 100 mètres. Canada, Inafito, a John, agriculteur qui s'en installe là, c'est Ognugumun. Allez, on ne va pas dire sur les 360 que compose la Corse, 300 communes. On va sortir une moyenne de 100 à 200 hectares par commune. C'est énorme le potentiel. Pour revenir à la SAFER, est-ce que selon vous, elle a les moyens politiques et humains et le désir de s'opposer, y compris quand on le sait, il peut y avoir parfois des intérêts quasiment mafieux, ou en tout cas auquel il est difficile de s'opposer parce qu'il y a une menace derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien à ce niveau-là? Est-ce que demain, vous avez la garantie, si vous êtes élu, que ça fonctionnera bien, ou est-ce qu'il appartient à l'État, finalement, de faire le ménage? Moi, je pense tout simplement que la SAFER doit être adossée à tout le monde agricole corse et adossée au monde politique pour être justement préservée de certaines pressions. Nous le savons tous, la terre corse est très convoitée. Certaines personnes ont compris qu'il fallait passer par le biais de l'agriculture pour essayer de mettre une mainmise sur notre terre. Il y a des agriculteurs qui ne sont pas des agriculteurs qui sont là pour obtenir des terres et en faire des agriculteurs qui viennent, qui ont traversé la Méditerranée, qui sont Mancougorsi, Kanugabid ou Guikui, pour nous va à phare. Et à un moment donné, c'est à nous d'accompagner la SAFER d'un point de vue physique, parce que là, je pèse mes mots, de mettre en place un cordon sanitaire physique autour des futurs responsables de la SAFER, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on va rentrer dans une zone de forte turbulence qui va être intenable. Et après, c'est à la politique publique, notamment aux communes, de pouvoir elles-mêmes, sur des micro-territoires, accompagner d'éventuelles installations d'agriculteurs. Nous, là, on est en train d'installer un jeune un cabradio, neazer di ubigno, travastia e patrimonio, perché abbiamo tenuto 120 ettari di dar, allora che c'erano due altri bastori, ma che ci hanno detto un baccadio e un pegoradio, che Jean Baptiste e poi lasciare per un giorno capradio, per installare un giorno capradio, siamo in traccia di installare un giorno capradio, qua comune. E quindi non ho mica bisogno di l'Audarc o di Agambera. L'Audarc e Agambera giungeranno dopo per i mesi tecnici e l'Audarc per i mesi economici. Ma è importante oggi di capire a tutti i politici di Corsica che tutto il mondo può lavorare e mica aspettare Agambera o l'Audarc. Joseph Colombani, sur la SAFER, est-ce qu'elle a les moyens de travailler? Est-ce qu'elle en a l'envie? Est-ce que des fois, c'est pas difficile de s'opposer à des ventes de terrain quand on imagine qu'il y a telle et telle famille derrière? Alors, d'abord, pour vous rappeler que la SAFER, depuis la loi NOTRe, elle est sous la majorité territoriale. Puisqu'avant, c'était réparti entre les politiques départementales, notamment les conseils généraux. Aujourd'hui, la SAFER, elle est aux mains de la CDC.
majoritairement. Deuxièmement... Le président actuel n'est pas un membre de... Ça fait rien. Et à tout moment, il peut être démis et il peut être remplacé. C'est la CDC qui a la main. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la SAFER, elle n'est pas là pour s'opposer. Elle est là pour faire des propositions, encore une fois. Elle peut préempter, c'est une manière de s'opposer. Bon, mais préempter, alors, la préemption se fait lorsqu'il y a vente. Et lorsqu'elle est dans elle a le droit de préempter. Par exemple, vous ne pouvez pas préempter sur des bois. Vous ne pouvez pas préempter sur des sociétés. Vous ne pouvez pas préempter lorsqu'il y a déjà eu un bail existant depuis plus de 3 ans. Vous ne pouvez pas préempter sur des terrains qui ne sont pas agricoles ou pour un projet qui n'est pas agricole. Je veux dire, la SAFER, elle a ses limites. Et puis, elle a ses limites aussi financières. Je vais vous donner un chiffre. En 2022, la SAFER a procédé à 43 acquisitions, soit 579 hectares pour un montant d'un peu plus de 6 millions d'euros avec le concours du fonds foncier. Ce que vous dites, c'est qu'elle n'a pas forcément tout le temps les moyens de fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner. On est face à un tsunami spéculatif en Corse et on demande à la SAFER de tout régler. La SAFER n'intervient et ce n'est pas la faute des gens qui y sont ou même ceux qui n'y sont pas. Non, c'est simplement un phénomène en Corse beaucoup plus grave. C'est que la Corse, elle attire, il y a un bord de mer terrible qui vient en compétition directe avec l'agriculture. C'est pas la SAFER, c'est pas le président, c'est pas... donnons les moyens à la SAFER, mais ayons un projet agricole, Torna Vignale. Excusez-moi d'insister, ayons un projet agricole pour opposer à un projet de tout tourisme, à un projet spéculatif. On oppose un projet économique viable sur des projets agricoles. Là, oui, la SAFER, elle reprendra tout son rôle. Mais sinon, la SAFER, elle intervient quand il y a de la vente. En matière de politique foncière, est-ce que la collectivité de Corse a toujours joué convenablement son rôle? Il y avait des commissions foncières dans les 2 départements. Depuis la fusion de 2018 au sein de la CDC, la commission régionale a attendu au moins 5 ans avant d'être inaugurée. Je ne sais pas exactement si elle a été inaugurée ou pas, mais il était question qu'elle le soit il y a quelques mois. Est-ce que voilà, c'est pas aussi ça un outil indispensable qui a dysfonctionné pendant un certain temps? Écoutez, je suis élu à la STC depuis 2021. Ce n'est pas faute, à travers 2 questions orales, notamment de ma collègue et amie Marie-Claude Branc, d'avoir soulevé le problème. C'est le cas maintenant. La commission foncière est enfin réunie. On va pouvoir travailler notamment au niveau de la politique des terrains cultes. Mais encore une fois, cette commission, la SAFER, ne pourront pas à elle seule venir à bout de ces spéculations qui effrénent en Corse. À un moment donné, il faut que chaque commune prenne sa part de responsabilité en termes d'assises foncières et en termes aussi d'aide. D'aide tout simplement, alors je ne veux pas dire de mettre clé en main une installation à un jeune, quoique. Nous pourrions peut-être l'envisager avec l'ODARC et avec l'accompagnement des chambres. Mais en tout cas, il faut que chaque part de collectivité de cette terre puisse à un moment donné avoir le courage politique d'aller dans le sens de l'agriculture. Beaucoup de communes ont commencé à le faire. Je vois que l'ambiance étant que même les communes les plus réfractaires, on dira, à l'agriculture sont en train, parce qu'elles ont bien compris que c'est aussi une attractivité pour leurs concitoyens, mais aussi pour le tourisme, un tourisme, attention, un tourisme durable que l'on veut maîtriser. On va dans le bon sens, avec en plus un fonds foncier à travers l'office foncier qui peut accompagner ça, puisqu'avec 6 à 8 millions d'euros tous les ans pour accompagner les collectivités dans ce sens, c'est important, c'est une manne sur laquelle on peut s'appuyer. Quand on constate qu'il y a une friche, de mettre en demeure le propriétaire, est-ce que ça se fait suffisamment, Joseph Colombagne? On reparle de la commission foncière, puisque c'est elle qui devait le mettre en œuvre. On l'a attendu 4 ans et demi. Aujourd'hui, elle s'est installée. Je vous confirme bien qu'elle s'est installée. On a traité 0 dossier. Mais encore une fois, Torna Vignale, 0 dossier. Non, mais parce qu'il n'y a pas de projet. On va traiter des dossiers, pourquoi? Lorsque vous attaquez un propriétaire en lui disant, voilà, on vous somme de mettre votre terrain en friche, ou du moins de le céder en bail à quelqu'un qui le mettra en valeur, de le mettre en valeur. Aujourd'hui, le propriétaire est en droit de se poser des questions sur le fait qu'on s'attaque à lui, alors que pratiquement toute la Corse est en friche. Il faut une opération collective, exactement comme dans les dom-toms.
C'est-à-dire ça ne cible pas un propriétaire en particulier, ça cible l'ensemble des propriétés qui sont en friche. On a demandé à la CTPNAF, et c'est le rôle de la CTPNAF, enfin... C'est une commission préfectorale. Hein? C'est une commission avec un certain nombre d'organismes sous l'égide de la préfecture, la CTPNAF. Voilà, c'est une commission pour économiser les terres agricoles, hein, pour les contrôler. On a demandé à ce qu'elle fasse l'inventaire des terres en friche, notamment en Corse. À partir de là, on peut lancer une opération collective, générale, encore une fois, comme je vous dis, comme c'est le cas dans les DOM-TOM. Et ça, c'est une opération qui doit être menée par la commission foncière. On a demandé à ce que cette opération se mette en place. Ce n'est pas le cas. Donc, à un moment donné, la Chambre d'agriculture, moi je veux bien être réélu ou laisser la place à Jean-Baptiste, mais si ceux qui doivent faire ce travail ne le font pas, nous, encore une fois, on est force de proposition. Alors, on n'est pas force de décision. On a commencé avec vous, on va terminer avec Jean-Baptiste Arène. Sur le foncier, si demain, justement, vous étiez élu, étant donné que vous envisagez un partenariat un petit peu avec l'ODARC, etc., est-ce que vous feriez en sorte que cette commission, c'est un des exemples, fonctionne mieux ? Non seulement on fera en sorte que cette commission fonctionne, puisque, encore une fois, je vous le rappelle, c'est Marie-Claude Branc avec le groupe Corifront qui a été à l'initiative de réactiver cette commission qu'on attendait depuis 6 ans. Mais au-delà de ça, j'en ai discuté l'an dernier avec Joseph, c'est d'essayer de réactiver toutes les communes. Certaines ont commencé à le faire à travers ces fameux biens 100 mètres, parce que là, il n'y a plus de propriétaires. Il n'y a plus de propriétaires. Après, c'est au conseil municipal qui est souverain de faire en sorte d'être juste vis-à-vis de ses concitoyens ou des gens qui vont venir hors commune pour mettre à disposition ce foncier. Mais aujourd'hui, il y a un foncier en dormance en Corse qui est énorme, qui peut être maîtrisé de même par les communes ou les intercommunalités. Messieurs, merci d'avoir accepté de débattre. Bonne campagne à vous. Elle va se poursuivre, j'imagine, ailleurs que dans les médias. L'émission Les Speciali è comp. Passate una buona serata e a presto in Corse via Stid per d'altre emissioni. Merci.